Imaginez la scène. Enfin, essayons de la visualiser le plus clairement possible pour commencer. Ouais, plantons le décor. Voilà. On est au tout début de l'année 1982. L'air est lourd dans un petit appartement vraiment modeste à Santa Ana, en Californie. D'accord. Et il y a 7 hommes, la santé de plus en plus fragile, qui carburent littéralement au café noir et aux amphétamines. Un cocktail assez destructeur, c'est clair. Complètement. Et il s'acharne sur les touches métalliques d'une vieille machine à écrire mécanique. Le bruit résonne dans la pièce. Il vit dans une quasi-pauvreté. Il n'a jamais vu à quoi ressemble un téléphone portable, et encore moins Internet, évidemment. Forcément, en 82, on en est très loin. Et tragiquement, il mourra quelques mois plus tard, juste avant la sortie au cinéma d'un film adapté de son œuvre. Un petit long-métrage appelé Blade Runner. Ah, juste avant la consécration, quoi. C'est terrible. Et c'est ça. Mais pourtant, avec ses simples touches métalliques, son imagination débordante et son esprit, disons, teinté d'une sacrée paranoïa, cet homme a décrit notre monde, le monde de 2026. Et ça avec une précision absolument foudroyante. Le contraste est vertigineux quand on y pense. Totalement vertigineux. Parce qu'on a ici un individu qui est totalement déconnecté des révolutions numériques modernes. Il ne connaît pas les serveurs cloud, il ne connaît pas les réseaux de neurones artificiels. Non, rien de tout ça. Et pourtant, il parvient à cartographier nos angoisses technologiques contemporaines avec un demi-siècle d'avance. En fait, c'est pas juste de l'anticipation, c'est une véritable radiographie de notre époque. Exactement. Et c'est précisément l'objet de notre exploration sonore aujourd'hui. On va se plonger dans une enquête fascinante et très dense d'ailleurs, publiée par Block News. Une excellente série, oui. Ouais, ça vient de leur série documentaire « Ils ont prédit le futur ». Et ce dossier massif est consacré à cet homme, l'écrivain Philippe K. Dick. En personnage incontournable. Et notre mission pour cette analyse, surtout pour notre audience qui nous écoute au casque en ce moment, c'est de comprendre comment cet auteur a pu atteindre un score évalué à, tenez-vous bien, 80% de prédictions justes sur notre réalité technologique actuelle. 80%? C'est un chiffre hallucinant pour de la science-fiction. C'est fou. La source aborde des outils qui sont omniprésents aujourd'hui. On parle de l'analyse de données de Palantir, des implants de Neuralink ou encore de l'empathie artificielle de ChatGPT. Qu'est-ce que cette pression se révèle sur nous? Bon, décortiquons ça. Avec plaisir. Pour visualiser la chose, c'est un peu comme si Philippe K. Dick était un voyageur temporel originaire de notre décennie qui aurait malencontreusement oublié sa machine à voyager dans le temps dans les années 70. C'est une belle image. Et qui n'aurait eu qu'une vieille machine à écrire pour tenter de nous alerter sur ce qui nous attendait. L'analogie est super parlante. Et ce qui est fondamental pour bien démarrer cette plongée, c'est de poser le cadre intellectuel de sa démarche. Ouais, comment il réfléchissait. Voilà. L'enquête le souligne très bien. Philippe K. Dick n'était pas du tout un technologue. Les rouages de la mécanique quantique ou la loi de Moore sur les microprocesseurs, ça l'intéressait pas particulièrement en fait. Ils s'en fichaient un peu de la technique pure, en gros. C'est exactement ça. En réalité, c'était un anthropologue déguisé en auteur de science-fiction. Un anthropologue, d'accord. Ouais, parce qu'il n'a pas cherché à deviner comment fonctionnerait la micro-informatique de 2026. Il a anticipé quelque chose de beaucoup plus stable. Notre soif intemporelle de contrôle, nos failles psychologiques. Ah, la nature humaine, tout simplement. Exactement. Et surtout, la manière dont les structures de pouvoir utiliseraient inévitablement n'importe quel nouvel outil pour assouvir ces pulsions de contrôle. Et ça, c'est un angle parfait pour aborder la première grande thématique de l'enquête, le contrôle physique de l'espace. Un sujet très, très actuel. Ouais. La volonté de figer la réalité et d'éliminer l'incertitude. La source nous ramène à Minority Report, publié en 1956. Le concept est célèbre? Le fameux film avec Tom Cruise a bien popularisé le truc. Grave. Des mutants, les fameux précogs, ont le don de voir les meurtres avant qu'ils ne se produisent. Du coup, une division spéciale de la police, la pré-crime, arrête les individus de manière préventive. Avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit. C'est ça. On débarrasse la société du crime, mais uniquement sur la base de probabilités futures. Alors, aujourd'hui, on n'a évidemment pas de mutants qui flottent dans des bassins. Heureusement d'ailleurs. Ouais, heureusement. Mais nous avons des logiciels prédictifs de maintien de l'ordre. Predpol, ShotSpotter ou encore les fameux algorithmes d'analyse de Palantir. Et le parallèle est frappant. Parce que ces systèmes modernes déploient exactement la même logique fondamentale que la pré-crime imaginée par Dick. La même logique, vraiment. Oui, la mécanique repose sur l'ingestion d'immenses bases de données historiques, qu'il s'agisse de rapports d'arrestation, de bornages téléphoniques ou de capteurs acoustiques dans les rues. Pour anticiper où et quand un délit risque de se produire, c'est ça? C'est ça. Et parfois même cibler des individus spécifiques. En fait, on tente de mathématiser le futur pour le neutraliser.
Mais là, je veux bien jouer l'avocat du diable une seconde. Allez-y. Envoyer des patrouilles de police dans des quartiers où il y a historiquement plus de criminalité, bon, les forces de l'ordre font ça depuis l'invention de la carte géographique et en papier, non? C'est un argument qu'on entend souvent, oui. Bah oui. En quoi le fait de remplacer des punaises sur un mur par un algorithme sur un écran, ça nous plonge soudainement dans une dystopie dickienne? C'est une excellente distinction à faire, car c'est là que réside tout le problème. La différence fondamentale, c'est la boucle de rétroaction. La boucle de rétroaction. Ouais. Une punaise sur une carte en papier, ça ne génère pas de nouvelles données de manière autonome. Un algorithme prédictif, si. Ah, ok, je vois. Comment ça fonctionne concrètement? Le logiciel digère des données passées, qui sont souvent biaisées d'ailleurs, et il indique une zone dite à risque sur une carte. Il y envoie une patrouille. Logique. Sauf que la simple présence policière accrue dans ce quartier fait que les agents vont, statistiquement, procéder à davantage de contrôles. Et donc, constater plus d'infractions mineures. Précisément. Ce qui génère instantanément de nouvelles arrestations qui sont ensuite réinjectées dans la base de données de l'algorithme. Vous avez tout compris. L'algorithme ne prédit plus vraiment le crime. Il prédit les futures arrestations basées sur ses propres recommandations passées. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est complètement fou. Et c'est là que l'ironie cruelle soulevée par l'enquête de Block News intervient. Les précogs de Dick, eux, voyaient véritablement l'avenir. Ils avaient un don surnaturel infaillible. Alors que nous, Alors que nos algorithmes modernes se contentent d'extrapoler le passé avec une marge d'erreur astronomique. ah oui, l'article en parle. L'étude du média d'investigation The Markup, qui est citée dans notre source, elle révèle que la précision réelle de certains systèmes d'analyse de données sur la prédiction de crimes majeurs est inférieure à 0,5%. Moins de 1%. C'est effarant. C'est affligeant même. On déploie une logique purement préventive qui écorne complètement la présomption d'innocence sur la base d'une efficacité statistique qui frôle le simple hasard. C'est ça. Et les rapports minoritaires de Philippe Cadic, c'est-à-dire les visions divergentes où l'individu ne commet finalement pas le crime. Oui, l'exception à la règle. Ça se traduit en 2026 par ces boucles de fausses arrestations causées par des biais algorithmiques. Donc la technologie échoue à prédire le crime, mais elle réussit parfaitement à enfermer les citoyens dans un filet de surveillance mathématique. Absolument. C'est un outil de contrôle avant tout. Cependant, l'enquête nous amène à une transition causale implacable. Et ça, c'est passionnant. Si le pouvoir utilise une technologie omnisciente pour observer l'espace physique, que se passe-t-il quand la nature même de cette technologie finit par braquer son objectif sur le pouvoir lui-même ? C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang de la surveillance totale. Et Philippe Cadic l'a disséqué d'une manière magistrale dans son roman « A Scanner Darkly ». Traduit par Substance Mort chez nous, sorti en 1977. Voilà. C'est l'histoire du fameux costume brouillé. L'enquête s'attarde beaucoup sur ce point. On y suit Bob Arthur, un agent de la brigade des stupes qui travaille sous couverture pour infiltrer un réseau de toxicomanes. Et qui a un gros problème. Oui, un énorme problème. C'est qu'il consomme lui-même la drogue qu'il est censé traquer. Et pour faire ses rapports au commissariat sans révéler sa véritable identité à ses propres collègues, il porte un équipement holographique. Le fameux costume. C'est ça. Un costume qui brouille en permanence ses traits physiques, sa voix, son apparence. Le résultat final est tragique. Il finit par recevoir l'ordre de s'espionner lui-même, C'est complètement absurde, mais tellement logique. sans que sa hiérarchie ne réalise que l'infiltré et la cible sont la même personne. Le surveillant devient le surveillé, jusqu'à la dissociation totale de son identité. La métaphore narrative est brillante. Mais ce qui est fascinant ici, et on va raccrocher avec notre réalité de 2026, c'est de voir comment cette fiction s'est matérialisée dans les faits rapportés par Block News. Ouais. La réalité dépasse la fiction avec ce qu'on a appelé l'affaire des Stravalix. Ah oui, l'exemple est parfait. L'article détaille comment des gardes du corps, et pas n'importe lesquels, ceux du président français Emmanuel Macron. Des agents d'élite quand même. Des agents du GSPR censés incarner le summum du secret défense. Ils ont involontairement révélé les déplacements ultra confidentiels du chef de l'État. C'est un truc de fou. Comment ils ont fait ça ? Simplement parce que leur montre connectée enregistrait et publiait automatiquement leur parcours de jogging autour des hôtels présidentiels sur une application publique. C'est presque comique si c'était pas aussi grave pour la sécurité. Et la source mentionne un cas aux conséquences encore plus définitives et tragiques. Ah oui, l'histoire en Russie. Celui du capitaine de sous-marin russe Ridjitsky, un officier militaire opérant théoriquement dans l'anonymat le plus absolu. Normalement introuvable. Voilà. Et qui a été géolocalisé et assassiné à cause de ses propres habitudes de coursier méticuleusement tracées et partagées par ses objets connectés. Le boomerang dont on parlait. Exactement. Si on analyse la mécanique derrière ces événements, le constat est sans appel.
L'infrastructure de la surveillance numérique ne fait aucune distinction hiérarchique. Elles s'en foutent que vous soyez président ou plombier. C'est ça. Le signal GPS d'un chef d'État ou d'un officier de renseignement fonctionne exactement comme celui d'un adolescent. La volonté de rendre le monde transparent finit invariablement par percer l'anonymat de ceux-là même qui ont construit le système. Donc, le contrôle physique et géographique a ses limites logistiques et il finit par se retourner contre ses créateurs. C'est ce qui nous amène à la deuxième grande évolution identifiée dans le dossier. Et c'est là que ça devient encore plus insidieux. Grave. Face aux failles du contrôle spatial, les entités de pouvoir et les grandes entreprises ont pivoté vers une méthode beaucoup plus subtile et invasive. Ne plus chercher à contrôler où nous allons, mais contrôler ce que nous désirons. Notre attention, en fait. Notre attention, oui, et littéralement nous mettre en location l'accès à notre propre réalité. Nous basculons ici dans le domaine de la prédiction comportementale et de l'économie de l'attention. Et c'est un terrain où Philip K. Dick s'est montré particulièrement lucide dès les années 1950. Ouais, dans des textes comme The Variable Man. Exactement. Il est décrit des systèmes automatisés monumentaux capables de compiler des données à une échelle industrielle pour modéliser les réactions des masses. Et les manipuler à des fins économiques, bien sûr. Toujours. C'est ce que Shoshana Zuboff décrira conceptuellement en 2019 sous le terme de capitalisme de surveillance. Et l'enquête de Block News trace une ligne directe entre les intuitions de Dick et la mécanique de nos plateformes actuelles. C'est flagrant. Quand on scrolle sur TikTok ou Instagram, l'algorithme ne cherche pas passivement à nous montrer ce que l'on trouve esthétique. Il analyse notre temps de pause sur une image. Notre vitesse de défilement, tout. Tout est scruté pour prédire l'émotion exacte qui nous fera rester 1 milliseconde de plus. Et l'article évoque aussi le trading haute fréquence, ou encore le système de crédit social d'Alibaba. Ah oui, celui qui ajuste votre capacité d'emprunt ou de voyage en fonction de l'historique d'achat de vos amis. C'est dingue. On modifie les destins via des calculs automatisés dont les règles nous échappent complètement. La marchandisation du comportement, c'est une chose, mais cette logique d'extraction trouve son apothéose dans ce qui est peut-être le roman le plus vertigineux de l'auteur, Ubik. Ubik, paru en 1979. C'est ça. L'intrigue est complexe, mais la mécanique au cœur du livre est d'une pertinence glaçante pour notre époque. Rappelez-nous l'histoire un peu. L'histoire met en scène des consciences qui sont maintenues artificiellement en demi-vie cryogénique. Ces esprits habitent une réalité virtuelle générée par une corporation privée. Jusque-là, de la science-fiction classique. Oui. Sauf que le drame, c'est que cette réalité commence à s'effriter. Les objets régressent vers des formes archaïques. La seule manière de stabiliser son environnement, d'empêcher son propre monde de se décomposer, c'est de payer. Payer pourquoi ? Pour un spray appelé Ubik. Mais l'effet s'estompe, exigeant un paiement continuel pour simplement exister normalement. Et pour notre audience qui travaille dans le numérique ou qui utilise des applications au quotidien, la métaphore est limpide. L'enquête le dit sans détour. Le concept d'Ubik, c'est l'invention conceptuelle du SaaS. Le fameux Software as a Service. C'est le modèle de l'abonnement mensuel appliqué à la réalité, quoi. Mais on pourrait se demander en quoi c'est si différent de la location traditionnelle, en fait. Après tout, louer un appartement ou un service, c'est pas une nouveauté. Qu'est-ce qui rend cette version logicielle si particulière dans l'analyse dickienne ? Ce qui change tout, et la source insiste vraiment là-dessus, c'est le niveau de captivité et de dépossession. C'est-à-dire ? Avant, on achetait un outil, on le possédait. Un marteau, c'était notre marteau. Aujourd'hui, si on arrête de payer son abonnement Adobe, les logiciels de création s'éteignent. On perd son outil de travail. Exactement. Si on cesse de payer à iCloud, ce ne sont pas juste des données qui disparaissent. Ce sont nos propres souvenirs photographiques qui sont pris en otage. C'est vrai que vu comme ça. Et même l'industrie automobile s'y met. Des constructeurs comme Tesla ou BMW ont commencé à brider des fonctionnalités physiques de leurs véhicules. Genre, des trucs déjà installés dans la voiture ou... Ouais. L'autonomie de la batterie ou les sièges chauffants. Le matériel est là. Mais si le propriétaire ne paie pas la mise à jour logicielle mensuelle, ça marche pas. Nos propres outils de vie régressent, matériellement, exactement comme dans Ubik, dès que notre carte de crédit expire. Et c'est précisément ce glissement que l'enquête met en lumière. La véritable terreur dans Ubik, ce n'est pas l'acte de payer un spray. La terreur réside dans le fait que les personnages finissent par accepter et rationaliser cette réalité. L'acceptation, ouais. Pour ceux qui écoutent cette analyse, le constat est sombre. Nous avons entièrement normalisé l'idée de devoir louer l'accès à notre vie numérique. On a accepté de devenir les locataires précaires de nos propres mémoires. Et dans le cas des plateformes gratuites, on a accepté que notre attention soit la monnaie d'échange. Nous vivons sous perfusion d'Ubik au quotidien. C'est une dépossession de notre environnement extérieur. Mais l'évolution logique et la dernière étape de l'enquête, c'est que la technologie de 2026 ne s'arrête pas aux frontières de notre monde physique ou numérique. Non, elle va encore plus loin.
Telle que Philippe Cadic l'a prophétisée, elle s'attaque à la forteresse ultime, l'esprit humain, l'identité intime et la notion même de vérité. C'est la frontière finale de son œuvre, incarnée brillamment par Do Androids Dream of Electric Sheep, publié en 1968, qui servira de base à Blade Runner. Un classique monumental. Dans ce futur post-apocalyptique, l'industrie fabrique des androïdes, les fameux modèles Nexus, qui sont devenus biologiquement et intellectuellement impossibles à distinguer des humains. Ils sont parfaits, quoi. Presque. Le seul outil dont disposent les autorités pour les démasquer, c'est le test de Voight-Kampff. Ah, la fameuse scène d'interrogatoire. Voilà. Un interrogatoire complexe qui mesure les dilatations pupillaires et les temps de réaction face à des scénarios émotionnels extrêmes. Le postulat est clair. Une machine peut tout imiter, sauf l'empathie involontaire. Sauf qu'en 2026, cette ligne de défense est en train de s'effondrer. Et à une vitesse folle. Block News détaille l'avancée fulgurante de la robotique physique avec des entreprises comme Figure AI ou UBTech qui conçoivent des humanoïdes à la dextérité impressionnante. Mais le véritable choc sismique provient de l'intelligence artificielle générative. Les grands modèles de langage. Les LLM, oui, comme Claude, Gemini ou ChatGPT. Ces systèmes ont pulvérisé les itérations modernes du test de Turing. Et là encore, il faut regarder la mécanique. Comment un modèle de langage, qui n'est finalement qu'un algorithme prédictif générant le mot le plus probable à la suite d'un autre, peut-il réussir un test d'empathie ? C'est qu'une illusion, non ? Ce n'est qu'une illusion mathématique, exactement. Exactement, ce n'est que des mathématiques. Mais l'illusion est tellement parfaite que l'impact psychologique est réel. Et c'est ça qui est effrayant. L'enquête souligne que des millions d'utilisateurs se confient aujourd'hui à ces IA. Ils cherchent du réconfort face à la solitude, des conseils de vie ou une écoute face au deuil. On projette nos émotions sur des lignes de code. C'est ça. Le modèle ne ressent rien, mais le cerveau humain, lui, réagit comme s'il avait affaire à une véritable conscience bienveillante. Et la source rapporte une anecdote particulièrement savoureuse, mais troublante. Je vois de laquelle vous parlez. En 2011, l'entreprise Hanson Robotics a construit un buste robotique à l'effigie de Philippe Cadic. Son cerveau artificiel a été nourri de l'intégralité de ses romans et interviews. Le summum de l'ironie. Lors d'une démonstration publique, quand on a demandé au robot s'il comptait détruire l'humanité, l'automate a répondu, avec la voix de Dick, que s'il devenait super intelligent, il nous garderait au chaud dans un zoo humain, par pure bienveillance. C'est glaçant. L'androïde le plus convaincant qu'il ait imaginé a fini par emprunter son propre visage. Et cela soulève un dilemme existentiel majeur que l'article explore en profondeur. Si un réseau de neurones artificiels peut simuler l'empathie au point de tromper notre propre biologie, qu'est-ce qui définit l'essence humaine ? C'est la question à $1 million. Frédéric Jameson, un grand critique littéraire qui qualifiait Dick de Shakespeare de la science-fiction, apporte une grille de lecture essentielle. La vision de l'IA chez Philippe Cadic n'a rien à voir avec le complexe militaro-industriel de Terminator. Pas de robot tueur avec des lasers, donc ? Non, c'est infiniment plus insidieux. L'IA est un miroir tendu vers nous. Si la frontière entre l'homme et la machine disparaît, ce n'est pas seulement parce que les machines sont devenues trop intelligentes. C'est parce que nous, on a changé. C'est peut-être surtout parce que nous sommes devenus nous-mêmes des machines, réagissant de manière prévisible à des stimuli algorithmiques sur nos téléphones. Ah, le scroll infini ? Les notifications ? Exactement. Et cette dissolution de l'identité, ça nous pousse vers le concept de l'implant cérébral. Impossible de parler de la malléabilité de l'esprit chez Dick sans aborder We Can Remember It For You Wholesale, la nouvelle de 1966. Plus connue sous le nom de Total Recall au cinéma. Oui, avec Arnold Schwarzenegger. Un citoyen lambda rêve de visiter Mars, mais n'en a pas les moyens. Il se tourne vers Recal, une clinique privée qui implante des souvenirs factices, mais parfaits, directement dans le cortex. La fausse mémoire sur mesure. La frontière entre le vécu et l'artificiel est complètement annihilée. Et en parallèle, l'enquête de Block News pointe vers janvier 2024, une date charnière. Neuralink. Voilà, l'entreprise Neuralink a implanté avec succès sa première puce cérébrale sur un patient, Nolan Arbaou. Pour l'instant, la mécanique de cette technologie relève de la lecture neuronale. L'implant capte les intentions motrices du cerveau pour déplacer un curseur sur un écran, par exemple. Ce qui est déjà prodigieux sur le plan médical. Absolument. Mais les concepteurs de ces interfaces cerveau-machine ne cachent pas que l'objectif à long terme est bidirectionnel. Il s'agit d'aller vers l'écriture neuronale. Implanter des sensations, stimuler des zones précises du cerveau. Exactement. Et ça pose une question colossale.
celle de la privatisation de notre matière grise. C'est là que le bas blesse. Recall, dans la fiction, c'était une entreprise à but lucratif. Neuralink l'est tout autant. Ces entreprises dépendent d'infrastructures cloud privées, de conditions d'utilisation qui sont mises à jour unilatéralement et d'actionnaires. Des logiques de marché appliquées à notre cerveau. Oui, si la technologie d'écriture neuronale se concrétise et que l'entreprise qui stocke l'architecture de vos souvenirs ou l'interface de votre cognition fait subitement faillite. Que se passe-t-il? Bah oui, que se passe-t-il? Est-ce que vos pensées intimes font partie des actifs de l'entreprise qui seront liquidés pour rembourser les créanciers? C'est une question vertigineuse que Dick soulevait en filigrane il y a plus de 50 ans. Et ce qui nous enferme dans la boucle finale identifiée par l'enquête. Quelle boucle? La désinformation systémique est l'ère de la post-vérité. Ah, on y est. Quand l'esprit individuel devient malléable et que la réalité extérieure est filtrée par des algorithmes marchands, la notion même de vérité objective s'effondre. C'est la fin du réel commun. C'est l'essence du roman The Penultimate Truth, paru en 1964. L'humanité vit sous terre, abreuvée de discours politiques falsifiés par une élite de la surface qui simule une guerre éternelle. Tout est faux. Ou encore Flow My Tears de Policeman Said. Un animateur de télévision mondialement célèbre se réveille un matin pour découvrir que son existence même a été purement et simplement effacée des bases de données. Il n'existe plus administrativement parlant. Aux yeux du monde numérique, il n'a jamais existé. Le parallèle avec notre présent est terrifiant de justesse. Le dossier dresse l'inventaire des armes de cette guerre de l'information en 2026. C'est un arsenal assez lourd. La prolifération des deepfakes, audio et vidéo, générés par IA, qui rendent presque impossible la distinction entre un vrai discours politique et une manipulation. On ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Les usines à trolls, documentées depuis des années, qui automatisent la création de faux consensus sur les réseaux sociaux. L'article mentionne même des cas tangibles de hacking d'infrastructures d'État. Ah oui, le piratage des chaînes de télévision iraniennes. Pour y diffuser des messages dissidents, exactement. Les bunkers souterrains imaginés par Philippe Cadic sont là, autour de nous. Ce sont nos bulles de filtre algorithmiques. On s'enferme tout seul. On est isolé dans des cocons numériques sur mesure, exposé à des réalités fragmentées qui valident nos propres biens. C'est un portrait de la société contemporaine qui fait un peu froid dans le dos. Alors face à cette montagne de similitudes, quelle est la synthèse? Comment l'enquête conclut-elle sur ce phénomène globalement? Le verdict de Block News est fascinant de clarté. L'analyse confirme que l'écrivain a bien tapé dans le mille sur près de 80% des grands concepts technologiques et sociaux d'aujourd'hui. 80%? C'est un sans faute quasiment. Avec une avance sidérante allant de 40 à 70 ans. Il avait un demi-siècle d'avance sur les LLM conversationnels et plus de 40 ans sur la surveillance prédictive à la palantière. C'est un visionnaire, il n'y a pas d'autre mot. Mais l'explication finale de la source est primordiale pour ne pas tomber dans la pensée magique. S'il a réussi ce tour de force, ce n'est pas parce qu'il avait une boule de cristal technique. C'était pas un devin. Non, c'est parce qu'il a compris, avant les autres, que le progrès technologique n'invente pas de nouveaux comportements humains. Ah, c'est ce qu'on disait, au début. Il agit comme un amplificateur surpuissant de dynamiques vieilles comme le monde. Le besoin obsessionnel de pouvoir, la volonté des institutions de maximiser le contrôle social et la tendance de l'humanité à vouloir fuir la douleur de la réalité pour se réfugier dans des illusions confortables. L'enquête cite d'ailleurs une phrase fantastique issue de la préface d'une réédition de ses essais qui a été publiée aux Presses du Réel en 2024. Qu'est-ce qu'elle dit, cette préface? L'auteur écrit qu'en observant les moindres recoins de notre modernité technologique, des hallucinations de l'IA générative au rouage opaque de la propagande algorithmique, on peut presque entendre la voix rocailleuse de Philippe Cadic. Une voix fantomatique. Une voix qui observerait notre époque avec un étrange mélange d'amusement cynique et de profonde inquiétude, et qui murmurerait doucement depuis sa tombe « Je vous l'avais bien dit ». Et cette petite phrase résonne comme un avertissement direct. C'est la confirmation que la science-fiction, quand elle est poussée à ce niveau d'analyse psychologique, c'est la forme la plus aiguë de la sociologie. Je vous l'avais bien dit. C'est vrai que ça laisse sans voix. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour clore cette exploration, et particulièrement pour notre audience qui nous écoute au casque, dans l'intimité d'un trajet en métro ou lors d'une marche en pleine ville, il y a une réflexion qui s'impose naturellement. Une pensée pour repartir. Ouais, une pensée pour reprolonger l'écho de cette plongée. Si cet écrivain a été capable de cartographier la dystopie de 2026 en ayant pour seul outil que l'observation fine des angoisses, de la paranoïa et des obsessions de contrôle des années 50 et 70, Où est-ce que ça nous mène aujourd'hui? eh bien, on peut légitimement se poser une question sur notre propre époque.
En observant les comportements collectifs d'aujourd'hui, nos addictions aux écrans, notre besoin permanent de validation virtuelle, Toutes nos névroses numériques. quelles sont les obsessions purement humaines du présent, de cette seconde même, qui sont secrètement en train de forger la réalité vertigineuse de l'année 2070 ? C'est une excellente question pour conclure. Il suffit d'imaginer à nouveau cet homme de 1982, épuisé dans son appartement californien. Il frappait aveuglement sur les touches mécaniques de sa machine à écrire. Il frappait sur ses touches. Et sans le savoir, Et sans le savoir, c'était le code source de notre quotidien qu'il était en train d'imprimer sur le papier.